L'autre chose que vous pouvez faire en palpant et en auscultant, c'est mesurer la fréquence cardiaque. Alors bien sûr, le mieux, c'est de réaliser un électrocardiogramme, mais si vous n'avez pas d'électrocardiogramme, si vous êtes appelé au domicile du patient, vous pouvez apprécier sa fréquence cardiaque d'une part en prenant le pouls radial. Je ne sais pas, vous avez peut-être essayé à le faire, vous sentez vos battements de l'artère radiale, et puis vous regardez sur une montre, vous comptez sur 1 seconde. Alors, quand on est pressé, on fait 15 secondes, mais c'est mieux de faire 1 minute entière. 1 minute entière, et vous comptez le battement. Vous savez, c'est combien à peu près la fréquence cardiaque au repos? Voilà, 60. 60. Alors, c'est vrai qu'il y a des grandes variations suivant les sujets, suivant le stress. Mais quand vous êtes en arythmie, vous faites la même chose. Donc, en fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme irrégulier. Donc, vous faites la même chose, mais vous allez avoir des battements très forts et puis des battements très faibles. Parce que... on vous expliquera ça l'année prochaine, mais comme les cycles varient, eh bien, le volume d'éjection varie, et donc il y a des cycles où il y a beaucoup de sang, puis il y a des cycles où il n'y a pas beaucoup de sang, donc vous avez une variation importante de la force du battement, et puis il y a certains battements que vous n'allez pas sentir. Donc quand vous avez un pouls irrégulier, il faut prendre le pouls à ce moment-là à l'auscultation. L'auscultation, vous avez un stéthoscope, je pense que vous en avez déjà vu, vous avez une partie ici avec une membrane, une partie avec un cône, juste un trou sans membrane, et à ce moment-là, vous prenez plutôt la partie du cône sans la membrane. Et vous mettez directement sur l'air cardiaque, et vous comptez à ce moment-là les battements que vous entendez, enfin ce sont des bruits, les bruits du cœur, et c'est beaucoup plus fiable pour déterminer la fréquence cardiaque quand vous êtes en arythmie, donc quand le cœur est irrégulier. L'œdème du poumon, le professeur Lafont vous en a parlé tout à l'heure, c'est donc quand la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique au niveau des capillaires pulmonaires, et donc vous avez extravasation de liquide dans les alvéoles, et ça vous donne, alors j'ai entendu que vous avez fait une belle démonstration avec les cheveux, c'est ça, quand vous faites crac-crac, donc ça vous donne ces fameux crépitants dus à la distension des alvéoles remplies de liquide. Alors l'auscultation pulmonaire, je pense que nos collègues pneumologues vont vous faire ça très bien. En gros, devant, il y a 6 endroits qu'il faut ausculter, au niveau des apex, au niveau des bases et latéro-vertébrales. Vous mettez votre stéthoscope, bon, ce n'est pas très compliqué, donc là c'est au niveau basal, et vous n'oubliez pas aussi devant, au niveau des apex, pour voir s'il y a une diminution du murmure vésiculaire qui pourrait faire évoquer un épanchement, notamment gazeux. L'examen pulmonaire comporte également des percussions pour savoir là s'il y a de l'eau dans les poumons, donc un épanchement pleural, voire de l'air. Alors à ce moment-là, il faut mieux percuter en haut, et vous aurez des variations de sonorité. Quand il y a de l'eau, c'est mat. Quand il y a de l'air, c'est très, très clair comme bruit. Voilà. Alors là, on aborde le sujet, effectivement, cardiaque propre, qui est l'auscultation, je vous l'ai dit. L'auscultation, il faut quand même savoir un petit peu reconnaître les bruits du cœur. On ne vous demandera certainement pas des choses très compliquées, mais il faut reconnaître notamment les signes de valvulopathie, parce que quand vous avez un patient en œdème du poumon, quand vous avez un patient qui a une douleur thoracique, l'auscultation d'un souffle vous oriente éventuellement vers une pathologie qui peut être urgente. Par exemple, quelqu'un qui a une violente douleur thoracique dans le dos, brutale, je crois que vous avez déjà eu le cours sur les douleurs thoraciques, et chez qui vous découvrez un souffle valvulaire au niveau qui vous fait évoquer une insuffisance aortique, vous pensez à quel diagnostic? Une dissection. Donc l'auscultation reste absolument indispensable à connaître pour pouvoir dépister une anomalie valvulaire dans des situations qui peuvent être des situations d'urgence. Alors, je vous ai mis donc les points d'auscultation. On est au deuxième espace intercostal droit, on va entendre essentiellement ce qui se passe au niveau de la valve aortique. Au niveau du deuxième espace intercostal gauche, assez près du manubrium sternal, vous aurez plutôt l'orifice pulmonaire. Ici, donc, au quatrième espace médiothoracique, vous avez l'orifice tricuspidien. Et puis, au cinquième espace latérothoracique gauche sous-mamelonnaire, vous avez l'orifice mitral. Juste ici, pour vous rappeler un petit rappel de physiologie sur la contraction cardiaque,
Vous savez que le ventricule va donc se remplir pendant la diastole. À la fin de la diastole, vous avez la contraction de l'oreillette. Alors vous avez ici des courbes de pression, les courbes de pression du ventricule gauche et les courbes de pression de l'oreillette gauche. Donc à la fin de la diastole, vous avez la contraction auriculaire qui va donner une petite augmentation des courbes de pression. Une fois que le ventricule est bien rempli, il va commencer à se contracter, secondairement à son excitation électrique. La contraction du ventricule va entraîner une augmentation de pression dans la cavité ventriculaire et va aboutir à une fermeture des valves, ici des valves mitrales. Et lorsque cette augmentation de pression va dépasser la pression qui est dans le vaisseau d'aval, qui est ici donc l'aorte, va avoir une ouverture de la valve aortique. Hein. Donc la pression monte, monte, et puis quand vous avez ici la pression ventriculaire supérieure à la pression aortique qui est ici, eh bien vous avez ouverture de la valve et éjection du sang dans le réseau systémique ou pulmonaire, si c'est pour la valve pulmonaire. Et puis une fois que la pression, le sang a été éjecté, la pression va diminuer dans le ventricule, passer en dessous de la pression aortique et la valve aortique va se fermer. Et puis le ventricule à ce moment-là va se relaxer, commencer à se re-remplir. Donc vous avez deux bruits importants, les bruits B1 et B2, qui sont des bruits physiologiques, qui sont donc normaux et qui vont marquer la fermeture des valves. Le B1, c'est le premier bruit, marque la fermeture de la valve mitrale, donc à la fin du remplissage, au début de la contraction isovolumétrique. Et puis, la fermeture de la valve aortique donne le bruit B2, qui correspond donc à la fermeture de cette valve et à la chute de la pression dans le ventricule gauche inférieure à l'aorte. Donc entre B1 et B2, il est très clair que vous avez la systole. Okay, et entre B2 et B1, vous avez par contre la diastole. Donc ces deux bruits, vous les entendez, auscultez-vous, auscultez vos collègues, hein, et vous avez la définition de ces deux bruits ici. Fermeture des valves mitrales ou tricuspides, hein, pour le cœur droit, c'est B1, et B2, fermeture de la valve aortique ou pulmonaire pour le cœur droit. Alors vous pouvez avoir des bruits du cœur qui peuvent être modifiés, qui peuvent être surajoutés, où il y a un souffle, et enfin vous avez des bruits du cœur qui sont non valvulaires, et pas dus au débit cardiaque, mais dus au péricarde, frottement péricardique. Lorsque vous avez un bruit du cœur, vous allez le classifier chronologiquement dans la séquence de contraction, relaxation du cœur. Donc vous allez classer en systolique, entre B1 et B2, entre diastolique, entre B2 et B1, et systolo-diastolique, c'est-à-dire pendant toute la contraction et relaxation du cœur. Et au sein de ces deux grands événements, finalement, systole-diastole, vous allez diviser en trois, en proto-diastole ou systole, c'est-à-dire dans le premier tiers, méso, c'est le tiers du milieu, et télé, c'est le tiers du fin. Et holo, c'est l'ensemble, donc les trois tiers. Voilà, une représentation de votre électrocardiogramme, l'onde P, le QRS. Au maximum du QRS d'amplitude, vous avez le début de la contraction isovolumétrique et la fermeture de B1. Vous avez votre systole, ici, avec la protosystole, la mésosystole, la télésystole. Et puis, entre B2 et B1, vous avez la diastole, proto, méso, télé. Donc c'est facile. Il y a deux grandes zones, et dans chaque zone, il y a trois sous-zones. Alors vous pouvez avoir des bruits qui sont donc ici surajoutés, hein, on va les revoir tout à l'heure dans ces zones. Modification des bruits du cœur. Vous pouvez avoir des bruits du cœur qui sont assourdis. Chez les gens qui sont un petit peu corpulents, vous imaginez que l'onde sonore est amortie par la graisse. Vous pouvez aussi avoir dans les pathologies pulmonaires, du fait que le son doit traverser le poumon qui est distendu dans l'emphysème, vous aurez aussi un assourdissement de ces bruits-là. Dans l'épanchement péricardique, c'est pareil. Vous pourrez par contre avoir une accentuation des deux bruits du cœur, B1, B2, qui sont dus en général à un éréthisme ou un hyperdébit, donc quand vous êtes de la fièvre, une anémie, etc.
Vous observez aussi des éclats de B1, B2. Alors il faut avoir là quand même une petite habitude d'auscultation qui se voit dans différentes conditions. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Et des assourdissements de ces B1 et B2 qui se voient aussi dans certaines pathologies. C'est vrai que là encore, quand on entend une anomalie auscultatoire, vous allez tout de suite faire réaliser une échographie cardiaque qui sera plus performante que vous pour faire le diagnostic précis de l'anomalie valvulaire qui est présente sous-jacent. Bruit systolique surajouté. Pendant la systole, le clic éjectionnel, donc c'est au moment d'une ouverture, on a vu que les B1, B2 c'était la fermeture, mais lorsque vous avez une valve pathologique un peu rigide, vous pouvez avoir à ce moment-là, lorsqu'elle s'ouvre, un bruit au moment de la systole qui va être un bruit assez sec et qui est proto, donc systolique, au début de la systole. Vous avez ensuite un bruit qu'on entend dans la systole qu'on appelle le pistol shot qui est dans l'insuffisance aortique, où l'insuffisance aortique, donc le sang est chassé du ventricule, la valve aortique, une fois que le ventricule s'est vidé, va se fermer, mais lorsqu'elle est fuyante, il va y avoir un reflux du sang de l'aorte vers le ventricule. La valve n'est pas continente, donc le sang peut rechuter dans le ventricule. Donc il y a une quantité de sang qui va s'accumuler progressivement dans le ventricule, qui va se dilater, et la systole suivante, il y aura plus de sang qui sera éjecté, ça va donner une onde de choc que l'on peut entendre entre B1 et B2, dans la zone entre mésosystolique, qu'on appelle un pistol shot. Là aussi, il faut avoir une oreille un petit peu exercée. Et puis enfin, un autre bruit systolique pathologique, qui est le clic télésystolique, vous entendez comme ça, juste avant la B2, et qui est pathognomonique de ce que l'on appelle maladonisation mitrale, où les valves mitrales, vous savez que sont un peu comme des parachutes, ont trop de tissu et sont redondantes et viennent au moment de la fin de la systole, font un espèce de ressaut et font un bruit à ce moment-là. Donc le clic télésystolique est très évocateur d'une maladonisation mitrale. On a vu pour la systole. Pour la diastole, qu'est-ce que l'on peut entendre comme bruit assez typique d'une anomalie valvulaire? Le claquement d'ouverture de la mitrale. Donc là, c'est dans le rétrécissement mitral. Vous avez une valve qui est épaisse, qui est rigide. Et donc, quand elle va s'ouvrir au début de la diastole, eh bien, elle va donner un bruit assez sec que vous pourrez ausculter en protodiastole. Et puis vous avez les fameux B3, B4 dont vous a parlé donc le professeur Lafont, qui sont des bruits surajoutés au bruit physiologique B1, B2. Alors B3, ça peut s'observer chez des sujets jeunes, ce n'est pas forcément pathologique. B4, par contre, est forcément pathologique, est à la fin de la diastole et témoigne du remplissage, du fin du remplissage du ventricule gauche qui est dilaté avec des pressions élevées. Et c'est pathognomonique de l'insuffisance ventriculaire gauche, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et B3 peut être aussi observé dans l'insuffisance ventriculaire gauche. Quand l'oreillette se contracte, vous aurez à ce moment-là ce bruit. B3, B4 peuvent fusionner. Vous avez à ce moment-là le fameux bruit de galop. Vous avez un rythme à 3 temps, et c'est vrai qu'on l'entend bien chez les gens d'insuffisance cardiaque. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Au lieu d'avoir ta-ta, ta-ta, vous avez ta-ta-ta, ta-ta-ta. Voilà. Donc ça signe l'insuffisance cardiaque par sommation du B3 et du B4 qui surviennent en même temps.